Merci Lauriane d'être de retour au podcast parce que, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai perdu 2 épisodes d'enregistrer. Et le tien faisait partie d'un des épisodes que j'ai perdu. Fait que merci infiniment d'être de retour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. Aujourd'hui, tu es ici parce que tu as envie de parler de bipolarité, un diagnostic que toi-même t'as reçu. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est que la bipolarité? Oui, ça va être un bon début. Donc, dans le fond, la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur, donc un trouble de santé mentale. Il y a plusieurs types de bipolarité. Il y a type 1, type 2, aussi la cyclothymie, qu'on parle un peu moins. OK. Pour mon cas, c'est un trouble bipolaire de type 2. OK. Donc, dans le fond, comment ça se caractérise? C'est des épisodes de dépressifs majeurs et des épisodes d'hypomanie. Puis, dans le fond, c'est vraiment 2 pôles qui sont comme vraiment à l'opposé. Puis, mettons, la stabilité serait comme au milieu. Ouais. C'est des phases qui peuvent arriver, qui durent plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc, c'est pas d'une seconde à l'autre. Puis, ça n'a pas rapport non plus à, mettons, un événement comme le fun ou triste dans sa vie. Ouais. Qui est normal d'avoir des phases plus dépressives, mettons, ou plus joyeuses. Là. Exactement. Ouais. C'est pas comme dans une humeur normale, c'est vraiment comme dans les excès. Pour les épisodes dépressifs majeurs, c'est vraiment comme une dépression. Ça peut être des idées suicidaires, de l'isolement, une perte d'intérêt, pas capable de faire ses activités de la vie quotidienne. Juste prendre une douche, ça peut devenir super compliqué quand ce l'était pas avant. Ouais. Puis au niveau des hypomanies, c'est vraiment comme le contraire. C'est une grande euphorie, mais aussi des fois une grande irritabilité. Ah oui. Puis c'est vraiment associé à plein de symptômes comme de l'agitation, comment dire, comme des idées un peu farfelues qui sortent un peu de ce que la personne fait habituellement. C'est vraiment un grand changement en fait au niveau du comportement, mais aussi du fonctionnement. La personne peut ne pas dormir pendant comme vraiment longtemps, Des puis avoir jours, beaucoup genre? d'énergie. Ah oui. Oui, exactement. Donc tout ça en fait mis ensemble. Puis qu'est-ce qui caractérise justement les troubles bipolaires, c'est que les épisodes peuvent ne pas arriver pendant comme des années. Puis c'est vraiment comme des cycles. Donc ça n'arrive pas d'une seconde à l'autre dans une même journée. OK. OK. Est-ce que tu serais capable de m'expliquer c'est quoi la différence entre les différents types de bipolarité? Oui. Donc, dans le fond, type 2, c'est comme ce que je viens de dire, puis comme moi, c'est vraiment des hypomanies, des épisodes dépressifs. Ouais. Type 1, il va avoir aussi des épisodes dépressifs, mais ça ne sera pas des épisodes d'hypomanie, ça va être des manies. Donc, la différence est que la manie est beaucoup plus intense que l'hypomanie au niveau de l'intensité des symptômes. Puis aussi, les gens qui sont type 1 peuvent avoir aussi des épisodes psychotiques qui vont être en lien avec leur phase de manie. OK. Qu'est-ce qui n'est pas le cas, en fait, pour l'hypomanie. Donc, c'est vraiment comme l'intensité, puis à quel point aussi ça affecte le fonctionnement. Ouais. Parce que des fois, justement, comme les idées puis tout ça de grandeur peuvent devenir tellement intenses que la personne ne peut juste plus fonctionner. Ouais. Puis aussi la cyclothymie. Ça, tu vois, je me rappelle pas, on en avait-tu parlé la première fois qu'on Je avait sais fait pas. l'épisode? En tout cas, ça m'intéresse, je suis curieuse parce que j'ai jamais entendu ça. Continue. Ben, c'est tiré, puis tu sais, comme je suis pas médecin, là, je tiens à dire, fait que je veux pas trop... je sais pas s'il y a des erreurs dans ce que je dis, mais on en parle pas beaucoup, la cyclothymie. C'est vraiment, en fait, des changements d'humeur, mais qui vont être plus, justement, dans les journées, comme d'une journée à l'autre. Ah ouais. Puis, les hauts vont être moins hauts que, par exemple, les hypomanies. Donc, c'est des symptômes qui s'apparentent à l'hypomanie, mais qui ne sont pas assez intenses pour en être une. OK. Puis, des symptômes aussi dépressifs qui vont pas assez être intenses, en fait, pour être un épisode dépressif. OK. Mais il va quand même avoir des variations d'humeur qui vont être présentes, comme dans le quotidien de la personne. Ouais. Ah ouais. Puis toi, ton histoire, veux-tu nous raconter un peu, tu sais, comment ça a commencé? Y a-tu, tu sais quoi, les éléments déclencheurs qui ont fait que tu as eu envie, ou peut-être tes proches ont eu envie d'aller consulter avec toi? Oui. Donc, dans le fond, un peu mise en contexte, j'ai reçu le diagnostic à l'âge de 16 ans. C'est jeune, hein? Très jeune. Ouais. C'est quand même rare, je dirais. Ouais. Puis, les premiers épisodes étaient à 13 ans. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai toujours eu un tempérament un peu anxieux. Puis, quand j'avais 13 ans, en fait, j'ai consulté, en fait, une psychologue. Puis, en fait, l'anxiété était tellement forte dans mon quotidien qu'on est en venu à décider, en fait, que j'allais tester de prendre un antidépresseur pour m'aider parce que la thérapie, c'était pas comme suffisant. OK. Puis, quand j'ai commencé à prendre l'antidépresseur,
comme rapidement, j'ai commencé à avoir vraiment des changements dans mon humeur, mais surtout de façon comme euphorique. OK. J'avais beaucoup d'énergie. Ça marchait trop. Ça marchait trop, exactement. Puis ça l'a vraiment mal viré, je dirais. Parce que, tu sais, souvent, on pense, en fait, que les hypomanies puis les manies, c'est toujours le fun. Mais c'est vraiment pas le cas. Il y a l'autre côté aussi de l'irritabilité qui peut être présent. Donc, moi, c'est ça qui est arrivé, en fait. Je suis devenue comme de plus en plus irritable, puis j'arrivais plus vraiment à fonctionner comme dans mon quotidien. Puis, en fait, j'ai fait une tentative de suicide à ce moment-là. Ah oui. C'est vrai qu'on aurait eu tendance à associer les tentatives de suicide à une phase dépressive. Ah oui. Oui, c'est vrai que ça peut arriver comme dans les deux sens, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Je trouve qu'on met beaucoup comme... On a beaucoup l'idée, en fait, que justement, c'est plaisant, c'est le fun, puis que quasiment on a envie d'être en hypomanie, mais c'est vraiment pas toujours le cas. C'est un peu décousu comme sentiment, tu sais, C'est vraiment étrange. Puis, tu sais, il y a aussi les épisodes mix là, qui existent, que je tiens à dire, qui est comme une combinaison des épisodes dépressifs et d'hypomanie au même moment. Ah ouais. Je sais pas si c'est ça qui est arrivé, en fait, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas eu de diagnostic. Tu sais, j'étais encore sous observation, j'avais juste 13 ans. Mais moi, j'étais vraiment partagée en... tu sais, en fait, j'étais hospitalisée à ce moment-là, en fait, là, suite à la tentative de suicide. J'étais en pédopsychiatrie pendant 1 mois. Puis, à ce moment-là, c'était comme vraiment particulier. Tu sais, j'étais très irritable, même comme un peu agressive verbalement, quand c'est vraiment pas dans mes habitudes. Puis aussi, j'arrêtais pas de dire que j'aimais ça être à l'hôpital parce que je me faisais des amis, puis que c'était le fun, puis que je voudrais pas retourner chez moi parce qu'à l'hôpital, c'était donc bien le fun. Puis c'est quand même particulier. Moi, j'avais vraiment du plaisir à être là. Quand je suis hospitalisée, les intervenants sur place me disaient souvent qu'il fallait que je me calme parce que j'étais trop excitée. Puis j'étais super offusquée parce que je me disais, mais voyons, comme ça va pas bien. Puis là, vous me dites qu'il faut que je me calme. Mais en fait, c'était juste complètement comme excessif. Là. OK, ouais, c'est ça. OK. Puis il y avait d'autres jeunes aussi autour, là, donc j'imagine qu'ils devaient comme, maintenir un climat plus stable. Ouais, c'est ça, j'avoue. Ouais. Donc c'était vraiment un mélange de tout ça. Comme j'allais vraiment pas bien, mais tu sais, je dormais plus. C'est des bons indices quand même. Vraiment. Donc, tout ça est arrivé, en fait, puis on n'a pas eu une réponse claire de qu'est-ce que c'était. C'est sûr qu'on a tout de suite dit qu'il fallait plus jamais que je reprenne d'antidépresseurs. OK. Puis, quand on regarde, en fait, au niveau comme des médicaments, c'est très fréquent que les gens qui ont un trouble bipolaire ne pourront pas prendre d'antidépresseurs, surtout quand c'est pas accompagné d'un stabilisateur comme d'humeur. Parce que, justement, ça va comme trop bien fonctionner, puis ça crée des hypomanies. Mais à ce moment-là, tu sais, j'avais 13 ans, on se doutait pas que ça pouvait arriver, mais c'est pas mal ça qui s'est passé. Ben ouais, c'est ça, là. Donc, voilà, ça, c'est comme la première fois que c'est arrivé. J'ai été hospitalisée. J'ai aussi été en centre de jeunesse pendant 1 mois. Fait que pendant 2 mois, j'étais pas à l'école. Ah ouais! Ça chamboule la vie, là, à cet âge-là. Absolument. Ouais, puis on dirait qu'à cet âge-là, comme 2 mois, ça passe vraiment... Tu sais, ça passe vite, mais c'est comme beaucoup de temps quand même dans un quotidien. Donc, oui, c'était quand même particulier. J'ai pas... Puis, dans le fond, à l'hôpital, je faisais pas non plus l'école sur place. OK. T'as vraiment manqué de... 1 mois ou 2 mois? 2 mois. Ah, au complet d'école. Oui. Ben, je dirais qu'à la fin, parce que j'étais 30 jours, en fait, en centre jeunesse, qui était vraiment comme un filet de sécurité parce que je continuais à pas bien aller, mais en même temps, les soins médicaux avaient été faits. Donc, c'était comme une continuité un peu de l'hôpital. Puis, vers la fin, je commençais à réintégrer comme l'école. OK. Mais c'est un moment de ma vie, c'est que j'étais vraiment isolée complètement de, tu sais, comme ma vie normale. Ah ouais. Puis, ça a été comment, ça, le retour à l'école après tout ça? Très particulier. Ouais. Vraiment, mais c'est super difficile. Aussi parce que les gens se posaient comme plein de questions autour de moi. Ah ouais. Tu sais, quand j'étais arrivée, j'avais des millions de questions, mais tu sais, oui, j'allais bien au point de retourner chez moi, mais comme pas à 100%. Fait que tu sais, j'avais pas tout à fait comme l'énergie pour répondre à toutes ces questions-là d'un coup. Il y a aussi les enseignants, tu sais, qui se demandaient, tu sais, parce que tu sais, ma mère, mettons, elle avait des rencontres, je pense, téléphoniques avec la direction puis le TS pour en parler. Mais c'était pas comme dit à tous les enseignants, tu sais, fait que c'était comme... Même les enseignants te posaient des questions? Oui. Ah ouais? Oui, de comment t'es de retour. Tu sais, comment dire que les gens étaient tous vraiment curieux. Ouais. Puis je comprends d'un sens, parce que, tu sais, c'est particulier. Mais tu sais, c'est ça, ouais. Quand tu le sais, tu as l'impression que c'est de la curiosité mal placée, mais quand tu le sais pas, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, là. Exactement. Fait que, c'est ça. À ce moment-là, c'est un peu difficile de retourner dans la routine. Puis aussi... Tu sais, je passais d'un milieu où que justement, il y avait une routine super comme encadrée. Tu sais, à l'hôpital, t'as pas le droit à tes objets personnels. Tu sais, j'ai passé la majorité de mon temps en jaquette bleue, là, tu sais. Fait que retourner à la maison, retourner dans mes habitudes, tu sais, retourner dans
dans une vie comme plus stable qu'avant que je retourne à la maison. Tout ça, c'était des choses qui étaient comme quand même difficiles. Puis aussi le fait que, tu sais, il fallait comme qu'on maintienne un filet de sécurité chez moi. Donc, on sécurisait tout ce qui était comme dangereux, en fait, puis que je pourrais comme me mettre à risque avec. Fait que ça aussi, c'était de tout comme... Tu sais, tout dealer avec ça en même temps. Comme quoi, par exemple? Tous les médicaments, j'avais pas accès. OK. Tous les objets qui pouvaient être comme tranchants, mettons, couteau et tout ça, c'était vraiment comme mis caché. De côté. Caché. Puis ça a été caché pendant comme un bon 3 ans, là, je pense. Ouais. Parce que, tu sais, ça, c'est la première fois que c'est arrivé, mais par la suite... Tu as été diagnostiquée 3 ans plus tard, finalement. OK. Ouais. Puis entre, en fait, la première hospitalisation puis le diagnostic, ben, j'ai été réhospitalisée une autre fois, en fait, 1 an plus tard, à comme 14 ans. Puis là, c'était complètement l'inverse, c'est un épisode dépressif. Puis c'était un peu particulier parce que la première fois que j'étais hospitalisée, même les intervenants ne savaient pas ce qui se passait, puis ils me traitaient vraiment comme si j'avais un trouble de comportement. Parce qu'il y avait des comportements qui étaient un peu particuliers. J'étais beaucoup dans la confrontation. Fait que quand je suis arrivée à la deuxième fois, avec la même hôpital, même unité, même mais pas du tout le même comportement. C'était particulier. Les gens, ils je me le faisais dire. Rien comprendre. Exactement. Tu sais, il y a des intervenants qui ont dit à ma mère, ben voyons donc, comme c'est le jour et la nuit, là, c'est complètement pas la même personne. Puis ma mère était contente. En fait, je pense qu'ils puissent voir ça parce que la première fois que j'ai été hospitalisée, ça a pris du temps au début, comme ils croyaient pas, en fait, le fait que c'était depuis l'antidépresseur. Fait que ma mère répétait comme ma fille est pas comme ça, c'est depuis qu'elle a commencé. Puis ça a été vraiment long avant qu'ils décident de OK, on va essayer de l'enlever puis de voir qu'effectivement elle avait raison. Fait que là, 1 an plus tard... parce qu'au début, ils voulaient pas l'arrêter. Non. Oh mon Dieu. Ben, tu sais, je pense qu'ils se questionnaient de qu'est-ce qui se passait. Puis, tu sais, moi, ça allait super bien avec ma mère. Mais, tu sais, il y a des jeunes qui vont là, que c'est encadré par la DPJ, puis tout ça. Fait que je pense qu'ils faisaient une petite exploration un peu de la famille, puis tout ça. Fait que c'est ça, ça a pris du temps. Puis la deuxième hospitalisation, ils l'ont vraiment dit, comme, c'est fou à quel point c'était pas pareil, parce qu'à ce moment-là, ben justement, j'étais beaucoup plus renfermée, je parlais pas aux gens, tandis que la première fois, moi, je me suis fait plein d'amis. C'est ça, tu voulais avoir toutes les amies. Oui, je vais les ramener chez moi aussi, là, tu sais. Je vais aller revoir, tout ça. Tandis que la deuxième hospitalisation, j'ai parlé à personne, je me rappelle de personne là-bas, en fait. Puis j'étais plus isolée, je dormais beaucoup. Fait que c'était vraiment comme l'inverse. Puis c'est à ce moment-là, je pense qu'il y avait... Parce qu'il y a des gens dans ma famille, en fait, qui ont un trouble bipolaire. Puis je pense que c'est à cette deuxième hospitalisation-là, si je me trompe pas, qu'on a comme parlé du fait qu'il y avait comme un certain risque au niveau du pourcentage que j'aime aussi un trouble bipolaire, puisque ma famille, comme, l'avait. Mais il n'y avait pas de diagnostic, encore une fois. Pour un autre 2 ans. Oui. OK. Puis cette fois-là, t'es restée combien de temps à l'hôpital? 1 mois. 1 mois aussi, OK. C'est comme la norme, j'imagine, 1 mois? Ou... À ce qui paraît, c'est quand même long, 1 mois. Ah ouais? À ce qui paraît, oui. Ah ouais? Genre, ben, en fait, c'est que ça dépend vraiment comme, tu sais, c'est quoi la problématique. Tu sais, moi, c'est une deuxième tentative de suicide aussi, comme, à ce moment-là, mais pas pour la même raison. Fait que ça dépend vraiment des raisons, parce qu'il y a des gens qui vont aller juste, mettons, à l'hospitalisation d'unité brève, je pense que ça s'appelle comme ça, UHP. Puis, en fait, ils vont rester là comme 1 semaine, puis c'est suffisant. Mais dans mon cas, c'est qu'à chacune des fois, même si j'avais pas un diagnostic, il y avait quand même une médication qui était débutée pour comme stabiliser l'humeur. Puis, tu sais, ça se fait pas en dedans de 2 jours. Non. Fait qu'il y avait tout ça. La découverte d'une médication, mettons. Que ton corps se rentre dans le beat, là. OK. Exactement. Fait que il y a la deuxième hospitalisation. Je suis retournée chez moi par la suite, mais j'ai commencé à avoir des suivis avec une pédopsychiatre comme à l'externe. Puis, entre ce temps-là, ben, on voyait que j'avais des variations aussi au niveau de l'humeur. Jusqu'à, en fait, quand j'avais 16 ans, j'ai fait, encore une fois, un épisode dépressif qui était quand même assez intense. J'ai été transportée comme à l'hôpital, puis tout ça. Puis sur place, en fait, ils ont décidé de ne pas m'hospitaliser, mais de monter, en fait, le médicament que j'avais. Comme d'augmenter le dosage. Puis qui est un médicament, en fait, qui était utilisé pour stabiliser l'humeur avec les troubles bipolaires. Puis ça n'a vraiment pas été long que ça l'a vraiment aidé. Comme ça allait vraiment remonter l'humeur. Mais 3 mois plus tard, j'ai fait une grosse hypomanie. Par la suite, puis ça a été vraiment vite, là, en fait. 2-3 mois plus tard. Puis là, c'était dans une rencontre, en fait, en suivi externe, avec la pédopsychiatre que ma mère m'a apporté, parce que là, c'était comme pas l'irritabilité, mais c'était vraiment l'inverse.
Je parlais énormément, ce que je disais, ça faisait pas de sens. J'étais super agitée, même physiquement, là, comme je sautais sur place. Ah ouais. J'arrivais plus à écouter mes cours à l'école. J'avais aucun filtre, en fait, de, tu sais, s'il y avait quelque chose qui se passait, comme je le disais d'une façon très, comme, impulsive. Ah ouais. Fait que, tu sais, j'arrivais à fonctionner, mais il y avait des particularités que, tu sais, j'avais l'air vraiment surexcitée. J'avais plein, tu sais, de projets. Mon habillement était vraiment plus coloré. Donc, à ce moment-là, en fait, ils ont mis le diagnostic. Mm. Puis, en fait, j'ai été vue aux 4-5 jours, pendant comme un bon 2-3 mois, je pense. Puis à chaque fois, en fait, on bougeait la médication. Puis on essayait de gérer ça comme à l'externe pour pas que je sois hospitalisée. Mhm. Puis ça a fonctionné. Fait que finalement, j'ai eu un traitement, un diagnostic. Good, tant mieux. Tout ce chemin-là Ouais. pour ça. Caroline. Puis là, on parlait tantôt que c'était vraiment jeune. C'est quoi l'âge moyen habituellement d'un tel diagnostic? Sais-tu c'est quoi? Ben, C'est je plus tard? sais que c'est plus tard quand même. Je sais pas l'âge Plus exact. dans la là. vingtaine, genre? Même vingtaine, c'est quand même Ah tôt. oui, ah oui. Ben, j'ai entendu des gens que ça a même été comme dans la cinquantaine. Là. Ça peut prendre Ah! vraiment plusieurs années. Mais, tu sais, c'est sûr que comme... tu sais, la plupart des gens qui ont un diagnostic, Ouais. ils peuvent le dire que, justement, il y avait des symptômes depuis comme super longtemps avant. Mhm. Tu sais, moi, en fait, j'ai eu le diagnostic parce que je fonctionnais juste plus. Fait que Ouais. ça a été comme nécessaire Ouais. d'en mettre un, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je pense que c'est vraiment variable, mais c'est un diagnostic aussi que tu peux pas vraiment mettre comme un... Surtout type 2, en fait. Ouais. Tu peux pas mettre un diagnostic comme tout de suite. Parce que, mettons, les hypomanies, ça peut être beaucoup plus comme discret que, mettons, une manie, que les gens peuvent faire une psychose, par exemple. À ce moment-là, c'est plus facile de venir comme diagnostiquer tout de C'est suite. plus évident. Vraiment. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment comme le délai est long quand même. Ouais. Tu sais, il faut observer au moins, avec le type 2, c'est observer au moins une hypomanie et au moins un épisode dépressif pour pouvoir, tu sais, dire que c'est vraiment ça, là. Ouais. Est-ce qu'il y a un portrait, un portrait du type du patient qui a le diagnostic bipolaire? Pour de vrai, non. Non, ça peut être n'importe qui, pas plus Vraiment. les hommes que les femmes ou peu importe. J'ai déjà entendu, je pense que les hommes, c'était plus fréquent. OK. Mais honnêtement, ça touche vraiment comme toutes sortes de personnes. Puis je l'ai Ouais. vraiment vu parce que j'ai créé comme un documentaire sur la Ouais. bipolarité. Puis j'ai vu à quel point ça touche tellement tout le monde, puis de toutes sortes de façons. Mhm. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça pourrait être comme n'importe qui, là, autour Ouais. de toi. Tu veux en parler de ton documentaire? Je l'ai écouté, c'était vraiment bon, là, vraiment, Merci. vraiment super informatif. Comment ça s'appelle? Le projet Entre deux pôles, ça fait référence aux deux pôles, en fait, la bipolarité, la manie puis la dépression. Puis ça a été, en fait, publié au mois de janvier. J'ai travaillé dessus pendant comme plus qu'1 an. Puis mon but était vraiment de comme déstigmatiser les troubles bipolaires parce que on n'en parle pas, puis quand on en parle, souvent on n'en parle pas de la bonne façon. Tu sais, on entend souvent les gens dire comme c'est de changer d'humeur d'une seconde à l'autre. Puis j'étais un peu tannée d'entendre tous ces petits commentaires-là. Puis j'ai remarqué que dans mon quotidien, j'ai éduqué vraiment beaucoup de gens autour de moi. Mais je voulais faire quelque chose qui avait comme plus d'impact, puis qui pouvait aussi comme donner espoir, parce que c'est pas vrai que tu as un diagnostic que ta vie est finie, là. Ouais, c'est ça. C'est possible de comme t'épanouir dans ce que tu fais. Fait que j'ai en fait eu le témoignage d'une psychiatre, une travailleuse sociale, 5 personnes qui ont un trouble bipolaire, puis 2 proches aidantes. Fait que c'est quand même varié, c'est comme ça dure 1h20. Fait que c'est vraiment plus un film, là, qu'un... Ouais, plus c'est un sur long-métrage. YouTube. Oui, Ouais, c'est ça. Fait que c'est accessible à tout le monde, Oui. comme ce que vous écoutez présentement. un projet entre deux pôles. On en a parlé un petit peu tantôt que ça pouvait être héréditaire, la bipolarité. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque? Bonne question. Ben, c'est sûr que, tu sais, je vais plus nommer, mettons, les facteurs de risque d'une personne qui a un trouble bipolaire. C'est sûr que, mettons, les facteurs de risque pour justement vivre plusieurs, tu sais, des épisodes, ça peut être vraiment l'hygiène de vie. Ok. Ça a vraiment un gros impact. Tant au niveau du sommeil, parce que les déclencheurs, comme je disais, sont pas au niveau comme de les événements comme tristes ou heureux de la vie, mais sont vraiment plus au niveau comme du fonctionnement. Donc, manque de sommeil, aussi l'alimentation, aussi les gens qui vont être portés à plus être isolés. Aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, que ça se déclenche par des grands stresseurs. Ouais. Donc, par exemple, un décès, une séparation, un traumatisme. Puis, c'est ça, ben, c'est vraiment beaucoup l'hygiène de vie. Aussi, au niveau de la consommation, c'est sûr que il y a certaines substances, en fait, là, que quand tu la consommes, ça peut effectivement comme
tu sais, comme mettre les risques plus grands, en fait. Ouais. Mais le facteur hérédité est vraiment comme aussi... C'est comme le très numéro important. 1? De ma connaissance, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Puis c'est vraiment... C'est comme un tout, en fait, je pense. Mais c'est sûr que, tu sais, puis j'avais posé la question aussi dans le documentaire que j'ai fait, la majorité des personnes me disaient qu'il y a une ou plusieurs personnes de leur famille qui vivent avec un trouble Ouais, bipolaire, c'est qui ça. ont été diagnostiquées ou pas, là. Ouais. Fait que, ouais, ça arrive souvent. OK. Comment tu réagis quand les gens parlent, mettons, de la météo? La météo est bipolaire aujourd'hui. Tu sais, c'est comme... c'est quand même une mauvaise façon d'utiliser le terme, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment drôle que t'en parles parce Ouais. que, comme pour de vrai, ça me fâche vraiment beaucoup. Ouais. Mais j'ai appris à justement comme un peu me détacher, là, parce qu'il y a un moment de ma vie que j'étais tellement frustrée à chaque commentaire que j'entendais que j'avais toujours le besoin d'aller répondre. Tu sais, j'étais comme la personne qui voyait un commentaire comme ça sur Facebook puis qui allait comme répondre à la personne pour éduquer tout le monde. Puis j'ai réalisé que comme les gens qui disent ça, c'est pas... En fait, c'est plus par la méconnaissance de qu'est-ce que c'est réellement. Puis les gens comprennent pas vraiment l'impact que ça a. Puis Ouais. comme... Pourquoi c'est pas correct. Mais c'est quelque chose qui me fâche, effectivement. Puis je vais beaucoup corriger les gens comme autour de moi. Puis c'était aussi une raison, justement, pourquoi je voulais créer comme un long métrage, en fait, qui pourrait venir répondre à ça. Puis pour montrer aux gens de pourquoi c'est comme vraiment inadéquat. Parce que ces commentaires-là, tu sais, des fois, les gens, ils pensent pas, en fait, mais ça a un impact direct sur, tu sais, par exemple, quelqu'un qui, la seule chose qu'il a entendue par rapport à la bipolarité, c'est que, mettons, on change d'humeur rapidement ou que la météo est bipolaire. Ouais. Ben, c'est sûr que si quelqu'un dans ses proches, en fait, tu sais, annonce qu'il vit avec un trouble bipolaire, mais la première chose, en fait, auquel ces personnes vont penser, c'est à ces petites phrases-là, qui sont pas vraies. Ouais. Puis ça fait que c'est très comme stigmatisant, puis c'est vraiment difficile ensuite, surtout pour une personne qui reçoit un diagnostic, puis qui connaît pas encore qu'est-ce que c'est, ben de devoir comme un peu se justifier de non, c'est pas ça, tu sais, c'est quand même lourd, puis je l'ai vécu vraiment souvent au début. Puis, tu sais, quand tu reçois un diagnostic, t'as pas d'information qui vient avec. Fait que quand les gens disent des propos comme ça fait juste entretenir, selon moi, comme les préjugés que ça a. Ouais, c'est ça. Autour de ça. Ouais. Mettons, t'annonces que t'as le diagnostic, puis là, les gens sont comme, ben non, t'as pas ça, t'as pas des sauts d'humeur. Tu sais, c'est pas des sauts d'humeur, dans le fond, là. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Absolument. Puis ça m'est arrivé, là, comme, c'est drôle, mais mon copain avec qui je suis encore présentement, on est ensemble depuis comme 5 ans. Puis quand que j'ai reçu le diagnostic, on était ensemble, puis sa première réaction a justement été « Ben non, c'est impossible. Pourquoi elle t'a dit ça, la médecin? » comme... c'est Parce ça. que lui, justement, la première chose qu'il pensait, c'était justement de changer rapidement comme d'humeur. Il a pris un certain moment à comprendre qu'effectivement, c'est pas qu'est-ce qu'il pensait que c'était. C'est ça. Tu viens de parler de ton copain. Est-ce que ton diagnostic a amené des changements dans tes relations interpersonnelles? Est-ce que ton cercle autour de toi a changé depuis? Je dirais que oui, vraiment. Ouais. Et surtout le cercle avec qui je me tenais quand j'étais peut-être plus jeune. Ouais. On dirait que j'ai réalisé avec du recul que c'est des gens qui me ressemblaient quand j'avais des symptômes. Ah. Puis qu'avec du recul, quand maintenant je suis stable, des fois je réalise que j'ai vraiment pas de points en commun avec ces personnes-là. Ah. Puis que c'est les points en commun que j'avais quand justement j'étais beaucoup comme dans les excès de tout. Fait que ça qui a fait en sorte que aussi mon cercle d'amis s'est un peu modifié. Puis c'est des personnes que tu sais j'adore beaucoup, mais que tu sais je réalise que c'est plus comme c'était. Puis c'est sûr que aussi tu sais avec mes relations, c'est vraiment important pour moi de comme expliquer qu'est-ce que j'ai parce que moi ça arrive vraiment souvent que je vive comme des phases, soit dépressives ou d'hypomanie, puis que je m'en rende pas compte. OK. Et, pour que les gens, ils gardent un petit œil sur toi. Oui. OK. Vraiment, je trouve que c'est quand même important. Puis c'est surtout ma mère, en fait, qui a comme ce rôle-là depuis que je suis jeune. Fait que c'est sûr que quand, en fait, j'ai des nouvelles relations, amicales, c'est quand même important pour moi de comme un peu l'expliquer. Parce que c'est les gens autour, des fois, qui réalisent que, tu sais, telle petite chose, il me semble que c'est pas tout à fait normal. Puis, au niveau de mon amoureux, tu sais, comme ça va super bien, tu sais, ça a été un ajustement au début de, justement, essayer de lui expliquer pourquoi j'avais un trouble bipolaire, quand que même moi, je comprenais pas qu'est-ce que c'était, là. Ah, c'est pas expliquer évident. quand toi-même, tu sais pas... C'est compliqué. Ouais. C'est pas une bonne explication. Fait que ça a été un peu complexe, mais là, ça va super bien, puis justement, comme j'ai expliqué, c'est quoi les signaux, tu sais, quoi faire, puis tout ça, fait que comme c'est vraiment super, tu sais, comme dès que ça, c'est fait. Aujourd'hui, dans le fond,
il y a encore des ajustements de médication qui se font couramment? Oui, Ouais. oui, quand même. Ben, tu sais, je dirais que, tu sais, comme les molécules que je prends sont les mêmes depuis un certain temps, comme Ouais. ça me convient bien, Ouais. mais les doses ont été quand même souvent ajustées, surtout au niveau du lithium, parce qu'en fait, le taux de lithymie qu'on appelle, Ouais. ça vient se calculer au niveau, pardon, au niveau des prises de sang. Fait que j'ai des prises de sang régulièrement, puis des fois, par certains facteurs, comme par exemple, si je m'hydrate pas assez, ça peut monter le taux. Il y a comme plein de choses qui viennent jouer, ça peut faire en sorte que je dois comme modifier les doses. Fait que ça arrive quand même souvent. OK. Puis, est-ce que, avec le temps qui a passé, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Est-ce que tu les vois venir, tes phases dépressives, ou est-ce que tu le sens maintenant plus? Je dirais que dernièrement, oui. Ouais. Ça a été vraiment difficile, ça, de justement prendre conscience de comment ça se manifeste, parce qu'avant, justement, c'était la phase arrive, puis boum, tout T'es est là d'un dedans, coup. puis Là. c'est ça. Puis je m'en rendais pas compte. Ouais. Mais les 2 dernières phases que j'ai fait, je m'en ai vraiment rendu compte par moi-même. Puis c'est moi-même qui ai dit comme, oh, OK, il y a quelque chose qui va pas. Ah ouais! Tu sais, je dirais qu'au niveau des phases dépressives, c'est vraiment que je me mets à avoir besoin beaucoup plus de dormir. Puis que aussi, je vais avoir comme moins de plaisir, on dirait, dans le quotidien. Puis que je vais comme avoir tendance à plus m'isoler. Ça, je dirais que c'est vraiment plus comme les facteurs que je remarque. Puis aussi les idées suicidaires que j'ai jamais, mais quand que c'est des phases comme dépressives, ça revient. Ah ouais. Quand même moins intense qu'avant, parce que justement, j'arrive à comme le voir venir. Fait que c'est pas encore comme au pic que c'était Puis là, avant. tu peux... Là, c'est un psychiatre que tu vois régulièrement. Fait que là, tu peux tout de suite avertir, puis c'est quoi? C'est un rajustement de dose à ce moment-là qui se passe? Ouais, souvent, c'est ça. C'est ça qui est arrivé, en fait, comme la dernière fois. Puis quand même assez rapidement, ça s'est restabilisé, puis c'était quand même bien. OK. Puis au niveau des hypomanies, je dirais que, comme, mettons, les facteurs qui ressortent le plus, c'est que je me mets soudainement à m'habiller de façon comme très, très, très colorée. OK. Comme la dernière hypomanie que j'ai fait, comme j'avais été voir justement la pédopsychiatre là, que j'avais quand j'étais plus jeune. Ouais. Puis j'étais arrivée comme, il me semble que j'étais toute habillée en rouge. Genre souliers rouges, pantalon rouge. Ah oui, c'était chandail intense. rouge, bandana rouge. OK. Rouge-rose, là, c'est souvent comme les deux variantes. Puis j'ai souvent des projets un peu comme farfelus, là. Comme je peux donner un exemple, je pense que j'en avais parlé la dernière fois. La dernière hypomanie à ce moment-là que j'avais fait, que je voyais que quelque chose se passait, j'avais jamais eu d'emploi encore, parce que pour moi, ça a été vraiment long avant d'avoir un emploi. Puis à ce moment-là, comme d'un coup, en fait, j'ai décidé d'appeler comme toutes les boutiques érotiques, toutes les sex shops de ma ville, en demandant s'ils cherchaient des employés. Puis, tu sais, comme c'est vraiment correct, comme c'est vraiment super, puis c'est un emploi qui est le fun, mais il faut tenir en compte que j'avais jamais eu d'emploi de ma vie. J'avais pas de CV de fait, puis pas longtemps avant, je voulais rien savoir d'avoir un emploi. Puis là, tout d'un coup, genre... C'est comme une mini-obsession, là, dans le fond, tout à coup, là. Qui dure longtemps, là, aussi, là. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé partout. Il y a une place qui m'a dit comme, oui, tu pourrais venir faire l'entrevue maintenant. Ma mère, en plus, était en dépression majeure. Elle était super fatiguée. Elle dormait beaucoup. Puis moi, je suis comme montée en haut dans le salon, comme, OK, vite, faut aller tout de suite faire mon entrevue. Je m'en vais à une entrevue au sex shop. Puis là, ma mère, elle était comme vraiment sous le choc. Qu'est-ce qui se passe? Fait que finalement, elle m'a dit, OK, on va se calmer. Une chose à la fois, t'as même pas de CV de fait. Fait que je me suis dépêchée à faire un CV un peu tout croche. J'ai fait de l'entrevue. L'entrevue a duré genre plus qu'une heure, là, comme c'était vraiment long. Puis, tu sais, sur le coup, moi, je comprenais pas pourquoi j'étais pas engagée, parce que je me disais, mon Dieu, c'était super. Mais avec du recul, je réalise que tout le long de l'entrevue, je racontais toute ma vie. Tu sais, elle me demandait pourquoi t'as des trous dans ton CV puis t'as jamais travaillé. Puis là, moi, je te racontais, genre, j'étais hospitalisée en pédopsychiatrie. Puis quand ma mère me disait, pourquoi tu veux pas avoir un emploi qui est peut-être comme plus comme calme, genre, dès le début, tu sais, pour t'habituer. Puis je dis, ah non, moi, tu sais, je suis une personne colorée, je veux un emploi de ce type-là. Puis j'avais même déjà la pensée aussi de, si je vends des jouets érotiques, ça va comme diminuer le taux, genre, d'agression sexuelle, parce que les gens vont aller s'acheter des jouets au lieu de, comme, agresser des gens, tu sais. Fait que c'est des pensées un peu, tu sais, magiques qui font pas vraiment de sens, là. Puis pour moi, ben c'était vraiment comme... ça faisait du sens. Fait que j'ai fait l'entrevue, j'ai pas eu l'emploi, là, bien évidemment. Mais tout ça a été fait d'une façon très, tu sais, spontanée, pas réfléchie. Fait que c'est souvent des genres de projets comme ça. Tu sais, honnêtement, juste chercher une job puis appeler à la place d'aller porter des CV puis t'es déjà toute préparée, là, ça, c'est surprenant quand même. Puis c'est très soudain aussi, là. C'est comme...
du jour au lendemain. Ouais. Mais tu sais, le côté comme positif, parce que des fois, les hypomanies, on dirait que ça apporte un côté plus positif. Ouais. C'est que quand l'hypomanie s'est cessée, on dirait que le besoin d'avoir un emploi est comme apparu, en fait. Il est resté. Ça, c'est ouais, resté. oui. OK. Mais tu sais, comme j'avais vraiment... Tu sais, moi, je faisais la technique en travail social. Et à ce moment-là, puis ça m'a comme mené, en fait, à avoir mon premier emploi en intervention. Fait qu'on dirait que le petit up d'énergie, en fait, qui a été comme stabilisé, ça l'a pas Ouais. trop dégénéré, m'a quand même amené à comme réussir à avoir un emploi. Fait Puis qui te ressemble beaucoup plus. Oui. Fait que ça, c'est bien. Vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui t'aident à gérer ta bipolarité au quotidien, autre que la médication, par exemple? Bonne question. Ben vraiment le maintien comme d'une hygiène de vie qui est vraiment super importante. Là. Comme moi, je suis pas quelqu'un qui peut me coucher tard. Aussi comme la consommation d'alcool. Ouais. C'est vraiment important pour moi de... Tu sais, pas... Tu sais, il y a des gens qui vont juste pas en prendre tout court, mais moi, comme, tu sais, j'en prends une fois de temps en temps, mais de vraiment y aller de façon comme plus... Une grande limitée. modération, là. Oui, Ouais. vraiment, parce que ça a vraiment un impact aussi sur la médication, tu sais. Puis j'ai réalisé que, tu sais, ça fait que le médicament peut être genre un peu moins efficace. Donc, tu sais, mon traitement, comme, est vraiment important pour moi. Fait que je dois mettre comme plein de petites choses autour pour s'assurer que ça reste comme dans une certaine stabilité. Donc, tu sais, même si au niveau des emplois, tu sais, j'ai vraiment travaillé fort pour essayer de trouver un emploi pendant que je termine mes études pour que j'ai pas à travailler trop tard le soir. Ouais. Parce que j'ai déjà dû comme démissionner d'un emploi parce que justement, j'avais comme une phase dépressive qui arrivait parce que j'allais pas bien. Puis en plus, je terminais... dormais pas assez. Ben non, ça, je terminais à comme 11h30 le soir. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment le plus gros. Mais aussi comme prendre conscience, en fait, des... Tu sais, comme des facteurs, puis des premiers signes, en fait, qui vont arriver. Ça aussi, c'est comme super important. Tu sais, on dirait que j'ai un peu comme un plan un peu dans ma tête, même s'il n'est pas écrit de à quoi ça ressemble. Aussi, les rendez-vous avec la psychiatre, qui est vraiment important. Les prises C'est quoi de la sang. fréquence des rendez-vous avec la psychiatre? Avant, quand j'avais la pédopsychiatre, je la voyais environ aux 5 mois. OK. Puis là, j'ai fait, en fait, le transfert au niveau psychiatrie adulte. Ouais. Puis, vu que c'est quand même assez nouveau, je la vois comme environ à tous les 1 mois et demi. OK. Puis ça va super bien, mais comme on a un suivi quand même régulier pour, justement, tu sais, je la connais pas encore beaucoup. Ouais. Parce que ça, c'est une autre chose, comme la trajectoire de soins, là, d'enfant à adulte. Tu sais, à 18 ans, t'es exposé d'aller avec une psychiatre adulte, mais moi, dans le fond, j'ai eu l'appel seulement à mes 20 ans. OK. Fait que ma pédopsychiatre m'a suivi, en fait, jusqu'à temps que j'avais 20 ans, pour pas que j'aie un que tu sois laissé à toi-même. moi-même. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais t'as pas le choix, là, aussi. Il faut que tu aies ta médication qui est prescrite puis tout, là. Oui. Fait que c'est à vie, dans le fond, là. T'auras pas le choix de continuer à avoir un psychiatre au moins 1 à 2 fois par année, genre? Oui, ben je sais qu'il y a des gens qui, tu sais, comme Richard, en fait, qui a témoigné dans ma vidéo, qui lui a, tu sais, son diagnostic depuis super longtemps. Ouais. Si je me souviens bien, il va comme 1 fois par année, mais il y a même des gens que les psychiatres vont dire, t'as encore le dossier, tu m'appelles, mettons, si jamais tu veux. Ah, juste au besoin. Ouais. OK. Fait que c'est rendu super stable, la médication marche bien. Oui, ça peut arriver. Puis, tu sais, c'est vraiment spécial parce que d'une personne à l'autre, ça peut être tellement différent. Puis, justement, comme je disais tantôt, il y a tellement de facteurs qui viennent en compte. Tu sais, c'est sûr que c'est une personne qui a la médication, mais qu'elle boit de l'alcool tout le temps, comme elle consomme, et elle dort pas, ben c'est sûr que comme le traitement pourra pas ou va être vraiment difficile à être comme autant stable que quelqu'un qui a une super bonne hygiène de vie. Ben oui, c'est clair. C'est à prendre en compte. Ouais. Fait que c'est quand même à vie. C'est sûr qu'au niveau de la médication, c'est un peu comme controversé parce qu'il y a des gens qui disent qui veulent en fait tenter d'arrêter la médication puis que ça leur convient. Ouais. Mais moi, de mon côté, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que comme vraiment presque 100% des gens qui vont cesser la médication vont recommencer en fait à pas aller bien. Fait que pour moi, je le vois comme vraiment quelque chose qui est à vie. Mais ça me dérange pas tant parce que je vais tellement bien que je vois comme à quel point ça m'aide. Fait que je suis comme, pourquoi arrêter une recette gagnante? Là? C'est ça. Ben ouais, t'as bien raison. Ben chacun son truc. Hein? Oui. On a parlé un petit peu des mythes là, qui entourent la bipolarité, qui stigmatisent aussi le trouble. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquels on n'a pas pensé? Ben, il y a beaucoup, comme on disait, comme les sauts d'humeur. Ouais. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup
de gens qui pensent que, justement, les gens qui ont un trouble bipolaire sont instables. Comme tout le temps. Puis que c'est des personnes qui sont pas fiables, instables, puis c'est faux. C'est comme dans le sens que peu importe que tu aies un trouble bipolaire ou pas, ça se peut que tu sois pas fiable. Oui, c'est ça. Oui, c'est C'est ça. comme, ça change rien. La fiabilité n'a pas rapport avec le trouble, faut se le dire. Exactement. Puis aussi, tu sais, c'est vraiment lié avec, je dirais, pas mal tous les troubles de santé mentale, mais de penser que les gens sont plus violents puis pourraient commettre comme plus de crimes. Ouais. Tu sais, je vois souvent à la télé, des fois, mettons qu'il se passe quelque chose de violent puis que ça va être écrit comme psychose, mais que clairement... Tu sais, des fois, je me questionne de est-ce que c'est réellement ça ou comme vous arrivez sur le terrain puis tout de suite, en tant que journaliste, vous dites que c'est une psychose, là. Ouais. Puis ça aussi, je pense que c'est à défaire parce que c'est prouvé que comme la plupart des gens, en fait, qui ont un trouble de santé mentale sont beaucoup plus à risque de eux-mêmes vivre de la violence que de commettre, en fait, un acte violent. Ouais. Puis, tu sais, comme Richard, aussi, je faisais référence tantôt dans le documentaire, avait dit quelque chose de super intéressant. C'est que c'est sûr que, mettons, aux États-Unis, où que l'accès aux armes à feu est comme super, tu sais, facile, à portée de main, tu sais, puis toutes ces choses-là, c'est tous des enjeux qui font qu'effectivement, peut-être que quelqu'un, exemple, qui est en hypomanie puis qui pourrait être plus agressif ou faire une psychose, ben aurait peut-être accès aux moyens plus rapidement, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme à départager aussi de où ça vient. Mais majoritairement, je pense que, tu sais, il faut pas craindre des gens qui ont un diagnostic de santé mentale d'être violents. Ouais. Puis surtout qu'à partir du moment où tu as un diagnostic, généralement, t'es suivi, fait que tu vas bien, dans le fond, en général. En général. C'est sûr qu'ils n'en ont pas de diagnostic, donc il faut se méfier, dans ça. le fond. Mais c'est tellement vrai, puis tu sais, comme quand ils pensent, comme les gens, justement, qui ont un diagnostic, la majorité d'entre eux vont avoir un suivi, souvent de thérapie aussi. Puis il y a des gens qui n'ont pas de diagnostic, mettons, qui auraient besoin de thérapie puis qui n'en ont pas. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un meilleur filet de sécurité autour des gens qui ont un diagnostic que quelqu'un qui a rien du tout puis qui est laissé à lui-même. Ouais, puis qui s'isole, puis en tout cas. C'est quoi tes plus grands défis au quotidien, mais en lien avec ton diagnostic? Bonne question, mais je dirais qu'en étant stable, mettons présentement, je pense que le plus grand défi est surtout comme l'organisation au niveau comme de la médication. On dirait que j'ai beaucoup de choses, tu sais, même si je suis stable, j'ai beaucoup de choses à gérer pour continuer d'être stable. Fait que c'est ça, je pense, qui est quand même difficile de trouver du temps pour aller voir le médecin. Tu sais, des fois, il faut que je manque du travail, par exemple, parce qu'il n'y a pas de rendez-vous au moment que je suis disponible. Aussi, tu sais, comme là, présentement, j'ai pas de thérapie, mais j'en avais une il y a pas longtemps. Puis ça aussi, tu sais, comme une journée par semaine à comme bloquer, à pas pouvoir rien faire, c'était complexe aussi. Puis au niveau de la médication, tu sais, ça semble rien, mais juste le fait de devoir aller comme à la pharmacie, tu sais, c'est quelque chose que quelqu'un qui prend pas de médication va comme pas faire, tu sais, on va y aller quand il y a un otite. Puis moi, je dois y aller comme vraiment fréquemment. Penser de renouveler, d'appeler, faire préparer ta médication, utiliser peut-être un pilulier, genre, pour pas oublier de les prendre à chaque jour, un rappel sur ton téléphone peut-être aussi. Exactement. Ouais, puis aussi, tu sais, justement, vu que c'est comme nécessaire de la prendre, je peux pas tout le temps faire des plans autant spontanés, tu sais, que quelqu'un pourrait, parce que j'ai pas la médication toujours avec moi. Fait que c'est toujours de penser à, tu sais, est-ce que j'ai mes médicaments? À chaque fois que je quitte, mettons, chez mon copain pour aller dormir chez lui, la première chose que ma mère elle me dit, c'est « T'as-tu tes pilules? » Fait que, tu sais, c'est important. Fait que c'est juste tout ça, tu sais, je pense à la planification de, aussi les prises de sang. Faut être vraiment assidu, là, comme, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut prendre du lithium pour plusieurs raisons, là, tu sais, les prises de sang, quand tu les fais au public, c'est tellement long, là, des fois, t'es là pendant 2 heures pour avoir une prise de sang, fait que moi, l'enfant, je l'ai fait faire au privé, mais c'est pas tout le monde, en fait, qui a des assurances ou l'argent, tu sais, comme pour le faire au privé, puis aussi, tu sais, il faut quand même être vraiment assidu, comme, mettons, quand on change de dosage, souvent, c'est des prises de sang aux 5 jours. Ah, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ah, Le déplacement pour y aller, fait que vraiment tout ça, on dirait que c'est comme vraiment le... C'est une charge mentale. Vraiment grosse. Littéralement. Puis c'est comme un peu le seul bout, tu sais, qui me rappelle quotidiennement que, comme, j'ai un diagnostic, parce qu'à part de ça, tu sais, quand je suis stable, comme, je suis capable de faire la majorité de mes choses. C'est ça, tout va bien autrement, là. Oui, vraiment. Mis à part, sinon, tu sais, le niveau d'énergie, des fois, c'est un peu plus difficile. Tu sais, comme présentement, d'habitude, je suis aux études, puis là, vu que c'est l'été, je travaille comme 3 jours semaine. Puis c'est la première fois que ça m'arrive, puis des fois, j'ai tendance à vraiment, comme, me comparer aux gens autour de moi qui arrivent à faire un 5 semaines, puis qui vont bien. Un 5 jours semaine? Un 5 jours semaine. Moi, comme,
c'est pas vraiment possible pour le moment. Tu sais, comme je vais bien, mais tu sais, je le sens. Tu sais, des fois, mettons, je vais faire comme un 4 jours de façon comme une fois de temps en temps, puis on dirait que ça me rentre Ça dedans, te brûle, là. Ouais, Ah ouais. vraiment. Fait que c'est de Ouais. faire attention à tout ça, de pas me brûler, parce que Ouais. dès que je manque de sommeil, ben il y a un risque quand même qu'il y ait un épisode qui arrive, là. Ouais. Puis est-ce que tu t'en parles de ton diagnostic avec quand tu sais, mettons quand tu ben là, je sais pas ça fait combien de temps que tu es à ton travail là, mais pendant l'entrevue, mettons peut-être pas pendant l'entrevue, mais tu t'en parles-tu avec à ton emploi de ça? Je dirais que ça dépend. Ouais. Présentement, mettons, j'ai mon emploi. Ça va faire comme 1 an au mois d'août que je suis où je suis. Puis quand j'ai fait mon entrevue, je l'ai pas nommé, mais je l'ai Ouais. comme nommé par la suite. Ouais. Mais on dirait que le fait que je l'avais pas nommé, c'est un peu à cause d'une expérience un peu négative avant. J'ai eu un emploi comme dans un hébergement pour personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ouais. Puis à l'entrevue, en fait, je l'ai nommé. Parce que la personne m'avait demandé pourquoi, tu sais, j'ai été dans le milieu de l'intervention. Fait que j'ai comme un peu dit un petit bout de ça. Puis la réaction, en fait, de la personne, ça a été tout de suite de me dire, là, c'est vraiment important que, comme, personne dans la ressource soit au courant. Il faut que tu gardes ça pour toi, il faut jamais que t'en parles. Ah, Fait que, c'est tu sais, bizarre. Ouais, c'est un discours un peu comme d'avoir un peu honte, genre, puis de le Ouais. cacher. Puis tu travailles auprès des personnes qui Ouais. c'est vraiment bizarre. C'est particulier. Ouais. Ben, on dirait qu'il y a des gens, il y a comme les deux côtés, tu sais, des gens qui sont beaucoup dans l'approche de la paraidance, tu sais, que justement, tu aides les gens par ton vécu. Ouais. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui sont comme, non, 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 faut pas que t'en parles, ça va briser le lien. Fait que c'était à cause, en fait, j'ai vécu ça avant, puis j'ai quitté l'emploi justement parce que j'avais comme une petite phase dépressive qui arrivait. Ouais. Fait que quand j'ai eu l'emploi que j'ai actuellement, on dirait qu'à l'entrevue, j'ai eu peur de le nommer. Puis j'ai eu peur de comment ça allait être reçu, mais finalement, j'en ai parlé comme pas trop longtemps après. Puis quand que mon documentaire est sorti, ma directrice m'a rencontrée pour me dire qu'elle souhaitait que je fasse le visionnement à comme tous les employés, fait que tous mes collègues, Ah, c'est cool avec ça. un dîner pizza, genre. Ouais. Puis ça m'a vraiment touchée parce que Ah, j'étais comme, oui. tu sais, j'avais dans un milieu, genre, qui veut rien savoir que j'en parle. Puis là, c'est comme, t'as envie que je le partage tu sais, avec les autres. Fait que C'est vraiment les deux opposés, Oui, hein? Ouais. vraiment, en si peu de temps. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise de le dire, mais je pense que c'est important de genre, se respecter, puis de... Tu sais, on n'est pas obligé de le nommer, mais moi, je trouve que c'est quand même important, parce que, tu sais, oui, je suis stable pour le moment, mais si d'un moment à l'autre, ça va pas bien, je trouve que, genre, ça fait un peu particulier, tu sais, ben, personnellement, je me verrais mal, tu sais, dire comme « Salut, je t'annonce que j'ai un trouble bipolaire », puis en passant, en ce moment, comme... Je vais pas bien, j'ai besoin de temps off, mettons. Je peux pas là. travailler. Ouais. Mais ça met un contexte, mettons, s'il arrive quelque chose, là. J'avoue Oui. que ça, tu sais, c'est plus, les gens vont plus comprendre rapidement, je pense. Vraiment. On dirait que c'est moins angoissant pour moi de le dire comme ça. Tu sais, je pense que Ouais. c'est moins comme un gros dévoilement d'un coup. Ça, c'est une question que j'avais reçue du public, là, que les gens se demandaient comment ils peuvent aider une personne de leur entourage qui a le trouble bipolaire. De quelle façon t'aimes te faire aider, toi? C'est vraiment particulier. C'est d'une personne comme vraiment différent d'une personne à l'autre. Ouais. Parce que je sais que moi, au début, mettons, quand j'étais en hypomanie puis je me faisais dire comme faut que tu te calmes, je me fâchais. Ouais. Comme toujours. Fait que c'est quand même difficile. Je pense que c'est comme de marcher un peu sur des coquilles d'œufs. Mais, tu sais, je pense que comme le plus important, c'est que quand la personne a un épisode, comme, selon moi, c'est pas le moment, genre, de penser à un plan ou de penser à quelque chose pour aider la personne. Fait que je pense que si la personne a un lien avec la personne, c'est important peut-être d'en parler avant. Il y a des plans un peu qu'on peut se faire de si telle chose arrive, qu'est-ce qu'on fait. Des personnes, par exemple, qui vont se mettre à tellement comme dépenser d'argent, qui se disent que quand ça arrive, une hypomanie, je veux plus ma carte de débit. Par exemple. Fait que je pense que c'est important de faire un plan comme ça avant que ça arrive. Puis de justement dire à la personne, tu sais, toi, dans ce moment-là, c'est quoi que tu as envie? Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de la même chose. Ouais. Puis c'est sûr que, tout dépendant aussi ça de la phase, dans les phases dépressives, je pense que c'est important de sortir la personne de l'isolement. Tu sais, même si la personne a l'air de rien vouloir savoir, de te parler, ben de juste de maintenir un lien. Je pense que c'est quand même important, puis que ça peut aider comme, tu sais, à ce que la personne ne se ramasse pas tout seul. Ouais. Au niveau des manies, hypomanies, je pense que c'est beaucoup de, tu sais, tout dépendant c'est quoi les symptômes, mais de mettre un filet de sécurité autour de la personne. Tu sais, par exemple, si on a des plans comme dangereux, justement, ça, de venir mettre un cadre, ou tu sais, pas de... Parce que c'est sûr que si t'interdis à la personne de le faire, comme, ça va rien changer, là. La personne La va personne le va faire le quand faire même. pareil. Mais- Peut-être de suggérer autre chose, genre un Oui. plan de B, là. Un petit plan B, ou Ouais. comme d'accompagner la personne Ouais. aussi, pour comme réduire
les risques, mettons que ça arrive. Ouais. Aussi, je pense que d'accompagner la personne comme vers ses rendez-vous, parce que c'est pas... c'est comme souvent, mettons, à l'hypomanie, on va tellement bien qu'on n'a pas envie d'aller voir le médecin, là. Ah, C'est comme, ça pourquoi va bien. j'irais là? Je vais bien? Mais c'est ça, Ouais. vous voulez que j'aille bien, là, fait que là, je Ouais. vais bien, fait que pourquoi j'irais? Fait que c'est important, tu sais, c'est comme vraiment les personnes les plus... ben, les plus outillées, en fait, là, qui pourront faire quelque chose, donc, c'est un ajustement de la médication. Aussi, si, mettons, si on est en phase dépressive, aussi de mettre un filet de sécurité pour éviter que la personne se blesse ou comme ait des idées suicidaires. Ouais. Fait que tout ça, ensemble, peut vraiment aider, mais je pense que c'est à la personne aussi de dire qu'est-ce qu'elle a envie. Ouais, c'est ça. Faut que la personne ait envie de se faire aider à la base, dans le fond. Oui. Là. Ouais. Oui, parce que ça se peut là, que tu as une réaction tout croche, là, comme mon père l'autre fois. C'est déjà arrivé que j'aille comme quasiment péter ma coche parce que la sandwich était pas comme je voulais, là. OK. Comme, Ouais. tu sais, j'étais comme super Ouais, irritable. Fait que je pense que même si c'est difficile pour les proches, c'est de pas, comme, trop le prendre personnel, là, parce qu'effectivement, des fois, les réactions sont comme pas comme d'habitude. Ouais. Puis de pas hésiter aussi à aller chercher de l'aide en tant que proche. Tu sais, il y a comme CAP Santé mentale qui offre comme des ressources dans toutes les régions pour les proches aidants en santé mentale. Ouais, j'allais te demander ça, justement, s'il y avait des ressources que les gens pouvaient aller voir, peut-être sur Internet ou... Oui, il y en a quand même plusieurs. Ouais. Et je dirais que c'est ça, CAP Santé mentale, qui est vraiment comme le regroupement de toutes, en fait, les ressources d'aide pour les proches aidants en santé mentale. Pour la personne, tu sais, je dirais toutes les lignes d'appel là, au niveau de, tu sais, pour la prévention suicide, c'est vraiment important. Il y a aussi le 811 qu'on peut faire. Il y a l'option psychosociale, option 2, si je me rappelle bien. Puis tu peux parler à un intervenant qui peut un peu guider. Puis les intervenants à cette place-là peuvent faire des références, en fait, à d'autres endroits. Puis ils peuvent aider, tout dépendant c'est comme quoi la situation. OK. Il y a aussi Relief, qui sont spécialisés pour les gens qui ont un trouble bipolaire, de la dépression puis l'anxiété. Ils ont une ligne téléphonique, si j'ai bien compris, mais il y a aussi comme des groupes de cheminement qui semblent vraiment intéressants. Ah! C'est payant par contre, mais j'ai vu comme récemment que ça pouvait être remboursé par les assurances. OK. Ça aussi, c'est bien. Ouais. Sinon, tu sais, aussi Folie douce, qui est une radio spécialisée comme en santé mentale, fait qu'ils parlent que de santé mentale. Ah, ouais. Avec, j'ai fait une petite entrevue avec eux, c'est vraiment super intéressant. Puis ils proposent souvent des ressources, des livres aussi. Comment ça se trouve, cette radio-là? Ils ont des réseaux sociaux, en fait. Directement sur Facebook, on peut écrire Folie douce. Sur Instagram aussi, je crois. C'est comme en ligne, dans le fond, qu'on peut l'écouter? OK. Oui, c'est comme une radio en ligne. Ça parle que de santé mentale. Puis c'est comme si je me trompe pas, c'est comme la première radio en santé mentale, genre du Canada. Ouais. Ça fait comme des années que ça existe. Fait que ça aussi, c'est bien. C'est des fois d'aller s'informer avec des petits podcasts. Ah oui, c'est vraiment cool, ça. Comment on peut faire pour accompagner une personne dont on a des doutes sur un possible trouble bipolaire, tu sais, mais qui n'a pas encore de diagnostic, là? Ben, je pense que premièrement, ça va aller consulter, vraiment. Mais mettons, pour apporter la personne, si nous, on voit des signes... L'accompagner pour... Ouais, c'est ça. C'est une bonne question, mais je pense que c'est quand même intéressant de s'asseoir avec la personne puis de dire comme « je suis inquiète, voici les trucs qui m'inquiètent », comme « voici les signes ». Pour pas que la personne le prenne comme une attaque, là, en fait. Mais je pense que, si la personne a des inquiétudes envers des symptômes spécifiques, mais c'est peut-être d'en discuter puis de dire comme, tu sais, as-tu remarqué, toi, que, tu sais, des fois, dans ta vie, il y a certains de ces trucs-là qui arrivent, par exemple. Fait que des fois, ça peut, tu sais, comme faire du sens, là, pour la personne. Aussi, comme lui référer peut-être, genre, de la lecture, aussi, si la personne est, comme, apte à le faire, là, pour essayer de lui montrer, tu sais, comme, voici telle chose que je me demande si ça va. Puis aussi, tu sais, si la personne souhaite consulter, tu sais, puis qu'elle veut pas le faire toute seule, ben c'est sûr que comme l'accompagner dans les premiers rendez-vous, ça peut être vraiment bien. C'est des grosses démarches quand même aussi, là. Quand même, oui. Puis ça peut... en fait, ce qui est particulier, c'est que ça peut se faire de tellement de façons. Tu sais, malheureusement, la plupart des gens qui reçoivent un diagnostic, c'est souvent suite à une crise. Fait que c'est souvent suite à une hospitalisation. Fait que si la personne est en danger, c'est vraiment comme aller avec elle aux urgences. Tu sais, si elle veut pas, il y a aussi, tu sais, tout le... il y a des trucs au niveau de la loi, là, comme la P38, qui peut être appliquée si la personne est en danger pour elle-même, mais qu'elle veut pas aller consulter. Ça, c'est une grosse démarche, là. Ça fait quoi? Ben, c'est comme une loi, en fait, qui va comme... ça va comme enlever, en fait, les droits de la personne. Tu sais, comme dans la charte
humaine, on a tous comme des droits. Ouais. Ça va venir enlever comme les droits, fait que ça fait en sorte que la personne ne peut pas comme refuser d'aller consulter. C'est appliqué, tu sais, ça prend souvent un travailleur social, puis c'est aussi au niveau de la police, là. Puis c'est suivi d'une hospitalisation. Il y a différentes comme durées, là, mais c'est ça. Dans le fond, c'est comme de forcer la personne à aller consulter. Mais t'espères, en tout cas, on espère à tous que De vous vous fois, rendiez pas non. là. Non. Parce que, ouais, ça a l'air inconfortable pas Oui, mal. mais là, c'est vraiment se en rendre grosse là. crise. Là, Ouais, c'est c'est pas, ça. ils peuvent pas mettre ça comme n'importe quand, mais si la Ouais. personne est vraiment en danger puis qu'elle le voit pas. Mhm. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui existe. Ouais. C'est important que ça existe, là, quand même. Là. Ouais. Quand même. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment c'est juste être présente pour la personne, écouter c'est quoi ses besoins. Puis tu sais, la personne qui a un trouble bipolaire, comme, elle se sentirait pas bien elle non plus, là. Fait que tu sais, la majorité du temps, si t'arrives, tu sais, si la personne elle est dans un bon état, puis que t'arrives en disant je suis inquiète pour telle chose, ben, tu sais, je pense que c'est une belle porte d'ouverture pour faire quelque chose pour la personne. Ouais, c'est ça. Sûrement que la personne, à un moment donné, tu te rends compte, là, que... Lauriane, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et donc, sur tous les réseaux sociaux, sous Projet Entre deux pôles. Fait qu'il y a un YouTube, un Instagram, un Facebook. J'ai fait plein de petites entrevues puis tout ça. Puis on peut voir aussi la vidéo Ouais. qui est en ligne Ouais. sur YouTube. Ouais, allez voir ça, c'est vraiment super intéressant. Moi, je suis épatée. T'as fait ça toute seule, genre? Oui. C'est vraiment hot, ça a l'air vraiment pro. Merci. Ben, j'ai une vidéaste qui m'a aidée mais à quand filmer. même. Mais j'ai réalisé... Ouais. Elle s'appelle Chroma Photo Vidéo, qui est Isabelle. C'est vraiment une perle. Là. Elle a tout fait, on est vraiment guidé au niveau comme du vidéo, mais tout le contenu, ça vient de moi. Ben bravo. Merci beaucoup encore Merci à d'être toi. revenu sur le podcast.